Quant à ce qui se passe, ceci vient bien sûr de YouTube. Et ce sont des images impressionnantes de ces nombreux migrants qui affluent actuellement vers l'enclave de Ceuta. Ils tentent d'y accéder à la fois par la mer, en traversant courageusement à la nage, mais aussi par la voie terrestre. Et il faut bien se rappeler que Ceuta est en réalité une toute petite enclave espagnole située sur la côte marocaine, ce qui explique cette situation complexe. Il n'y a que 80 000 habitants et on rapporte qu'il y aurait entre 50 000 et 60 000 de ces migrants, dont beaucoup, la plupart, sont de jeunes hommes dans la vingtaine. Ils ont en gros envahi et submergé Ceuta depuis le Maroc. Euh, et ce sont des images vraiment effrayantes. Et si vous êtes européen, pas seulement si vous êtes espagnol, n'est-ce pas? Mais si vous êtes européen, vous regardez ces images à la télévision et vous êtes complètement paniqué. Parce que, souvenez-vous, en 2015, l'Europe a laissé entrer des millions de réfugiés syriens, libyens, irakiens, afghans, et l'Europe ne s'est jamais vraiment remise de cette expérience. Et cela a traumatisé l'Europe. Puis il y a beaucoup d'Européens, la plupart des Européens regardent ces images et ils ont vraiment peur d'un retour de 2015, des convulsions sociales qui ont eu lieu à cause de cette migration massive vers l'Europe. Et voilà, toutes ces images. Maintenant que nous avons pris le temps d'examiner attentivement ces différentes images, ce que je souhaiterais vraiment faire, c'est prendre un moment pour vous démontrer de manière plus précise qu'il existe en réalité une forme de coordination tout à fait remarquable et bien réelle dans ce processus particulier. Alors, je ne suis pas sûr que vous voyez cela clairement, mais ce qui se passe, c'est qu'un grand nombre de ces migrants... Très bien, donc je vais vous montrer une autre vidéo. J'espère que vous voyez bien ceci, mais ce que je veux vous montrer, c'est cela. Ah, il est évident que beaucoup de ces hommes sont chargés dans des camions par la police marocaine, par l'armée marocaine, puis envoyés à la frontière, où ils sont ensuite déchargés comme du bétail, et à qui on dit de se précipiter en Espagne. Les Marocains ne les empêcheront pas de se précipiter en Espagne. D'accord? Donc, vous pouvez voir qu'il y a ici une coordination évidente. Encore une fois, l'homme devant, l'homme en gris, c'est un policier. Et il dit en gros au jeune homme, va à la frontière. Et clairement, ce camion appartient au gouvernement. Regardons ça encore une fois. D'accord? Donc, ce camion est... Désolé d'interrompre Jiang, mais l'écran n'est pas partagé pour le... Oh, ah, je m'excuse. D'accord. Merci de... Enfin de... Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Donc, encore une fois, je veux que vous... Je veux... C'est vraiment important que vous regardiez ça, d'accord? C'est vraiment la clé de ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a un policier devant. Vous voyez, c'est un camion. Ce n'est pas un camion loué par les migrants. C'est un camion qui est loué par le gouvernement ou qui a été attribué spécialement pour transporter ces personnes jusqu'à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Et vous pouvez voir à quel point ils sont heureux. Et le policier, il les dirige clairement, n'est-ce pas? Il s'assure qu'ils descendent du camion et il veille à ce qu'ils aillent tous dans la même direction. Ils ne tassent pas derrière lui, ils ne vont pas derrière lui. Ils passent devant lui, n'est-ce pas? Il les dirige comme, vous voyez, en disant continuez, avancez, avancez. D'accord, regardons ça encore une fois. Vous pouvez voir que tout cela est clairement organisé à un certain niveau. Ce n'est pas spontané, d'accord? On n'a pas spontanément 50 000 personnes qui traversent une frontière en une nuit. Donc c'est la deuxième vidéo que je voulais vous montrer. Maintenant, la troisième vidéo que je veux vous montrer, c'est Donald Trump qui, il y a 3 semaines, d'accord, c'est encore une fois, il y a 3 semaines, était vraiment furieux contre l'Espagne parce que l'Espagne n'autorise pas l'Amérique à utiliser ses bases aériennes pour frapper l'Iran. L'Espagne ne veut rien avoir à faire avec cette guerre. Et en même temps, l'Espagne a toujours été une critique virulente d'Israël, du sionisme, et donc, en gros, c'est Donald Trump qui dit aux Espagnols, faites attention les gars. Ah, les Espagnols, ils sont membres de l'OTAN, mais pas très bons membres de l'OTAN. Ils disent, non, on veut pas aider les autres. Qu'est-ce qu'on fait, hein?
Ils se comportent pas bien. Mais ils apprendront. Peu de temps après, ils ont abandonné leur emprise sur Cuba et Guam, les Philippines et Porto Rico. Et tout cela est devenu à nous. Ils, tous, nous l'avons récupéré. Bon, alors, Donald Trump, ce qu'il faut savoir avec Donald Trump, c'est qu'il dit ce qu'il pense. D'accord? Et c'est quelqu'un de très direct et honnête. Donc, on peut tirer beaucoup d'informations de seulement quelques phrases qu'il prononce. Très bien. Alors, rejouons ça encore une fois. Et les Espagnols, ils sont membres de l'OTAN, mais pas de très bons membres de l'OTAN. D'accord. Donc ici, il dit que les Espagnols ne sont pas de très bons membres de l'OTAN. Ce que cela signifie, c'est que les Espagnols n'obéissent pas à l'Empire américain. L'Empire américain veut utiliser l'espace aérien espagnol et les bases aériennes espagnoles pour organiser des frappes contre l'Iran. Et les Espagnols refusent, ce qui oblige les Américains à utiliser l'espace aérien britannique qui est trop éloigné. C'est donc de cela que Donald Trump se plaint ici. Ils disent non, nous ne voulons pas aider les autres. Qu'est-ce qu'on fait, hein? ils, ils se comportent pas bien, mais ils apprendront. Peu de temps après avoir abandonné leur emprise sur Cuba et Guam, les Philippines et Porto Rico, tout cela est devenu à nous. Nous. Donc Donald Trump, c'est un promoteur immobilier. Il pense en termes d'immobilier, non? Donc les Espagnols ont perdu beaucoup de territoire au profit de l'Empire américain. Ils ont perdu Cuba. Ils ont perdu les Philippines. Maintenant, ils vont perdre Ceuta. D'accord? C'est ce qui sous-entend ici. Maintenant, les Américains vont prendre le contrôle de biens immobiliers stratégiques clés aux Espagnols. Gardez bien cela en tête. Cet homme s'appelle Rally Rachad. D'accord? J'espère que je prononce bien son nom. Mais il a fait un super TikTok juste après cette vague migratoire à Ceuta pour nous expliquer ce qui se passe. Et je pense qu'il a une compréhension remarquable de la géopolitique de cet événement. Donc on va juste regarder la vidéo rapidement. C'est une vidéo TikTok. Ça se passe en ce moment dans la ville espagnole de Ceuta. Écoutez ça. Cela a été planifié par l'administration Trump et Israël. Ce type-là, c'est Michael Rubin. Il est chercheur principal à l'American Enterprise Institute. Depuis mars de cette année, ce groupe de réflexion fait un lobbying intensif auprès de l'administration Trump, en particulier Marco Rubio, pour que Ceuta soit reconnu comme territoire marocain. La raison à cela, c'est que le Maroc fait partie des accords d'Abraham. C'est pro-israélien et ils veulent punir l'Espagne pour ne pas avoir autorisé les États-Unis à utiliser son espace aérien pendant la guerre contre l'Iran. En fait, il s'agit d'un groupe de réflexion américain reconnu. Les Marocains devraient se rassembler, envoyer des bulldozers à la frontière, puis entrer sans armes à Ceuta et Melilla pour y hisser le drapeau. Sanchez et la presse espagnole protestent, mais ils n'ont aucun motif d'agir. Et d'ailleurs, l'OTAN non plus, même si les forces marocaines entraient dans les villes pour rétablir l'ordre et organiser l'envoi de colons à travers le détroit et leur retour en Espagne. Ces deux villes espagnoles représentent des têtes de pont illégitimes et abritent environ 170 colons espagnols. Elles constituent des points faibles pour la sécurité européenne, car des migrants africains se précipitent régulièrement vers la clôture pour demander l'asile. La situation empire encore. Attendez un peu. Le député républicain américain Mario Diaz-Balart de Floride, qui est très proche de Marco Rubio, a rédigé un rapport en avril dernier. Il y était indiqué pour la première fois que la Commission souligne l'alliance historique entre les États-Unis et le Maroc. La Commission note que les villes administrées par l'Espagne, Ceuta et Melilla, sont situées sur le territoire marocain et restent l'objet de la revendication historique du Maroc. Il poursuit en indiquant que le secrétaire d'État Marco Rubio devrait encourager un engagement diplomatique entre le Maroc et l'Espagne concernant le futur statut des deux villes. L'American Enterprise Institute fait pression sur l'administration Trump à ce sujet depuis plus d'1 an. Ils veulent renforcer les accords d'Abraham et ils veulent punir l'Espagne. C'est la raison pour laquelle cela se produit. Ce n'est pas parce que l'Espagne est un gouvernement de gauche qui ne peut pas contrôler ses frontières. Les États-Unis et Israël agissent ensemble parce qu'ils ne veulent plus que l'Espagne contrôle ses villes. C'est une explication brillante. C'est exactement ce qui se passe. Et cela a parfaitement du sens sur le plan géopolitique. Donc, je vais reprendre les arguments de Rally Rachad et ensuite les développer. Maintenant, ce que je vais faire ensuite, d'accord, c'est vous montrer une répercussion géopolitique de ce qui s'est passé. Et donc, pour faire cela, je vais vous montrer un article de Reuters qui vient tout juste de sortir, d'accord, il y a quelques heures. Et il dit en gros que l'Italie va rétablir les contrôles aux frontières avec l'Espagne après l'afflux de migrants à Ceuta. D'accord, ça n'a pas l'air d'être un gros problème, mais si on y réfléchit, c'en est un énorme. Pourquoi? Parce que l'idée de la libre circulation des marchandises et des personnes est là.
c'est le pilier le plus important de l'Union européenne. Alors, imaginons une situation où ce qui se passe à Ceuta, en Espagne, n'est qu'un programme pilote. C'est juste un cas test pour voir comment les Européens réagissent pendant que les Américains et les Israéliens observent ce qui se passe et ils se rendent compte que waouh, les Européens paniquent à cause de ça. Et donc, ce qu'on peut faire à l'avenir, c'est utiliser le chantage migratoire pour forcer les États-nations européens à faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas tout. La question migratoire menace aussi de déchirer l'Union européenne. Et Donald Trump déteste vraiment Bruxelles, d'accord? Israël et Donald Trump, tous les deux, ils détestent Bruxelles. Donc ils veulent vraiment voir l'Europe se désintégrer, non seulement parce qu'ils détestent la bureaucratie là-bas, mais aussi parce qu'une Europe unie est bien plus capable de défendre l'Europe contre les intérêts impérialistes américains et israéliens. Et donc, ce que les États-Unis et Israël veulent faire, c'est fragmenter l'Europe en différents États-nations qui se font concurrence. Un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale ou avant la Seconde Guerre mondiale. Et la question migratoire est le meilleur moyen d'y parvenir. Parce que si on y réfléchit, si des millions d'Africains affluent en Europe, alors c'est chacun pour soi, d'accord? Genre tous les Européens se disent foutez-moi la paix, on va rétablir les frontières. Parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces migrants vont en Espagne, non pas parce qu'ils adorent le jambon espagnol, ni parce qu'ils se disent waouh, l'Espagne c'est un super endroit pour prendre sa retraite et tu sais, j'adore faire la sieste tous les jours. Non, ils vont en Espagne parce que c'est un point d'accès facile vers le reste de l'Europe. Leurs véritables objectifs, leurs vraies destinations, ce sont l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Et s'ils ne peuvent aller nulle part ailleurs, ils vont en Italie, non? C'est pour ça que l'Italie fait ça. Parce qu'ils savent que depuis l'Espagne, ces migrants peuvent maintenant accéder à tous les autres pays. Donc c'est un énorme problème pour l'Europe et ça va être un problème qui va, en gros, déchirer l'Europe. Il n'y a vraiment rien à faire, d'accord? Et je déteste me répéter, mais il n'y a absolument rien que les Européens puissent faire à ce sujet. Si les États-Unis et Israël sont déterminés à déchirer l'Europe, à la forcer à redevenir des États-nations concurrents qui ne veulent que protéger leurs propres frontières, alors cette question migratoire va y parvenir. Et c'est pour ça que le Maroc est si important, parce que le Maroc est un point d'accès très facile vers l'Europe, comme on le voit avec ce bazar à Ceuta. Donc ma prédiction, c'est que les Espagnols sont complètement foutus dans ce scénario. Les Espagnols n'ont absolument pas d'autre choix que de se retirer de Ceuta et de céder ce territoire au Maroc. D'accord? Il n'y a vraiment rien que les Espagnols puissent faire à ce sujet. Si vous avez 80 000 colons ou 80 000 habitants à Ceuta, et que le Maroc peut envoyer une vague toutes les 2 semaines de genre 50 000 migrants, ça va submerger vos services sociaux, ça va submerger vos services de sécurité, ça va submerger vos ressources. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'une grande partie de ces habitants vont simplement choisir de retourner sur le continent espagnol et dire foutez-moi la paix, je n'ai pas envie de gérer ces migrants qui, chaque nuit, rôdent dans les rues. Et c'est intimidant et c'est traumatisant, non? Et puis le dernier, et puis on arrive à un point où il pourrait rester, je ne sais pas, 20 000, 30 000 irréductibles. Mais tu sais, si tu as par exemple 50 000 migrants, qui sont principalement, encore une fois, des hommes dans la vingtaine, ces 20 000 ou 30 000 personnes vont finir par devoir être expulsées. D'accord? Tout simplement parce que cela devient trop coûteux et trop problématique pour les Espagnols de conserver le territoire à Ceuta. D'accord? Donc c'est une cause perdue pour l'Espagne. Et c'est important parce qu'une fois que Ceuta est cédé aux Marocains, alors maintenant les Israéliens et les Américains disposent d'un autre point de passage maritime stratégique appelé le détroit de Gibraltar. Euh, et tout cela fait partie de la stratégie de défense nationale des États-Unis. Donc tout cela a été planifié depuis de nombreuses années et il y a d'énormes financements, une organisation colossale derrière tout ce plan et il est en train d'être exécuté sous nos propres yeux. Et cela va vraiment, vraiment changer ou modifier fondamentalement le paysage mondial tel que nous le connaissons. D'accord? Donc, après vous avoir montré ces vidéos,
Ce que je veux faire maintenant, c'est une présentation PowerPoint pour vous montrer, pour donner un peu de contexte sur ce qui se passe. Mais encore une fois, je ne saurais trop insister. C'est un vrai problème, non seulement pour l'Espagne, mais pour toute l'Europe. Et malheureusement, il n'y a rien, absolument rien qu'ils puissent faire à ce sujet. Donc, je vais partager ma présentation PowerPoint maintenant. Très bien, allons-y. La crise en Espagne. D'accord. Donc, voici le Premier ministre espagnol qui s'adresse au public espagnol en disant: nous répondrons à la situation à Ceuta et nous mobiliserons toutes les ressources nécessaires et nous travaillerons avec les Marocains pour assurer un retour à la normale dès que possible. Nous résoudrons ce problème, nous construirons des solutions en travaillant avec nos partenaires et en mobilisant nos ressources. D'accord. Les gars, c'est du langage bureaucratique pour dire on est complètement foutu. C'est une situation qui nous faisait peur. C'est une situation qui pouvait surgir à tout moment. Et donc, ce que nous avons fait en tant que bureaucrates, en tant que responsables gouvernementaux, c'est de faire l'autruche pendant des années, en espérant que cela n'arriverait jamais. Et maintenant que ce problème a éclaté, eh bien, nous, vous savez, on ne sait pas quoi faire. Et on est complètement foutu dans cette situation. Donc, ce que je vais faire, c'est publier ces messages inutiles sur les réseaux sociaux qui n'aident en rien à résoudre la situation et qui, honnêtement, n'aident même pas les Espagnols à se sentir mieux face à tout ça. Et puis, je vais aller à Ceuta pour faire des séances photos et quelques vidéos, juste pour quelques minutes sur les réseaux sociaux. Et ensuite, je vais me tirer de là parce que franchement, c'est un vrai désastre. D'accord? Je ne peux rien y faire. Personne ne peut rien y faire. Mais bon, on va juste, tu sais, aller faire une sieste ou un truc comme ça et faire la fête ce soir. D'accord. Donc voilà, le Premier ministre espagnol qui dit sur les réseaux sociaux, on est foutu, il n'y a rien à faire. Et beaucoup de tout ça, d'accord, c'est que beaucoup de choses ont été préméditées, mais en réalité, ce qui est vraiment malin dans la stratégie américaine et israélienne ici, c'est qu'ils profitent de politiques vraiment impopulaires. Des politiques que ce gouvernement espagnol de gauche a mises en place ces dernières années. Et l'une d'elles a été une vague d'immigration en Espagne, principalement en réponse à la crise du vieillissement, n'est-ce pas? À mesure que votre population vieillit, il faut la renouveler avec de jeunes travailleurs. Donc, ils font venir beaucoup de jeunes travailleurs d'Amérique latine qui ne sont pas en situation régulière, mais à qui ils ont donné un statut légal afin de pourvoir des postes dans l'économie. Et ce qui se passe maintenant, c'est que si vous allumez la télévision de droite et les talk-shows en Angleterre et ailleurs, ils accusent ce qui se passe à Ceuta sur les politiques d'immigration laxistes du gouvernement espagnol de gauche. Donc cela fait aussi partie du manuel israélien et de l'Empire américain, où il s'agit clairement d'une appropriation de terre. De toute évidence, cela a été planifié depuis de nombreuses années, et je vais vous montrer toute la documentation qui le prouve. Mais ces médias de propagande de droite servent les intérêts de l'Empire et attirent l'attention sur les politiques libérales de gauche qui favorisent l'immigration légale. Si vous allez simplement regarder quelques talk-shows de droite sur YouTube, ils sont très clairs là-dessus. Ce n'est pas une appropriation de terre. Ce ne sont que des politiques d'immigration de gauche stupides qui ne prennent pas en compte, qui trahissent simplement les gens ordinaires d'Europe. D'accord? Voici Ursula von der Leyen, et elle exprime ce que beaucoup d'Européens ressentent en ce moment, à savoir cette situation nous fait vraiment flipper. D'accord? On est vraiment très inquiet à propos de cette situation. Mais vous pouvez voir que ce qui est vraiment important, c'est qu'ils ne blâment pas les Israéliens, ni les Américains, ni même les Marocains, d'accord? Parce que ce sont les Marocains qui ont laissé entrer ces migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta. À la place, elle dit, on est vraiment en colère à propos de ça et il faut qu'on règle ça le plus vite possible. Regardez, les Européens sont juste paniqués à ce sujet parce que, encore une fois, regardez ça. 2015, la crise migratoire européenne. Et donc voilà, ça c'est une carte qui montre ce qui s'est passé en 2015. Et il y a certaines choses sur lesquelles je veux que vous vous concentriez.
Tout d'abord, il existait une multitude de points d'entrée stratégiques en Europe, situés le long de la mer Méditerranée, notamment les côtes de la Grèce, le territoire de l'Italie, ainsi que celui de l'Espagne. Et donc, ces pays frontaliers, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, ont été les plus traumatisés par l'afflux de millions de migrants, principalement venus de Syrie, du Kosovo, d'Afghanistan, d'Albanie, d'Irak, d'Érythrée, de Serbie, du Pakistan, d'Ukraine. Donc, ils viennent vraiment de partout. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que les migrants qui entrent en Espagne, en Italie ou en Grèce le font en réalité pour pouvoir accéder à d'autres parties de l'Europe, essentiellement l'Europe du Nord, qui est la région la plus riche, la plus généreuse, la plus ouverte de l'Europe. Essentiellement l'Europe du Nord, qui est la région la plus riche, la plus généreuse, la plus ouverte de l'Europe. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la plupart finissent en fait en Allemagne, parce qu'à cette époque, Angela Merkel, la chancelière allemande, disait nous pouvons le faire. C'est-à-dire que nous, l'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, la société la plus ouverte, nous pouvons accueillir ces réfugiés fuyant la guerre dans notre économie et devenir une Allemagne bien plus forte. Cela ne s'est pas bien passé pour l'Allemagne. Encore une fois, cette question migratoire est devenue une véritable bombe à retardement pour l'Europe. Surtout avec le vieillissement de la population, surtout que les jeunes refusent d'avoir des enfants, surtout que cette guerre en Ukraine a détruit l'économie allemande. L'Europe est dans une situation très difficile. L'Europe est, en gros, finie. Et ce qui émergera des cendres, on ne le sait pas encore. Mais les Européens paniquent face à cette nouvelle vague de migration qui est sur le point de les frapper. Et elle va vraiment les frapper. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème démographique en Afrique, où si l'on regarde l'Afrique subsaharienne, la population explose littéralement. C'est la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide. En même temps, l'Afrique reste extrêmement corrompue et ravagée par les guerres. Et cette crise dans le détroit d'Ormuz, où les engrais n'arrivent pas à atteindre l'Afrique, ce sont les Africains qui vont en souffrir le plus. Donc oui, aux États-Unis, l'essence est à 4 dollars le gallon ou 5, voire même 6. D'accord? Ça va énerver beaucoup de monde. Mais en Afrique, des millions de personnes vont mourir de faim. Et quand cela arrivera, il y aura la guerre, des révolutions, et cela va provoquer une migration vers l'Europe. Et quel est l'endroit le plus facile d'accès pour rejoindre l'Europe? L'Espagne. Donc, encore une fois, Ceuta, c'est fini. Il n'y a tout simplement aucun moyen que les Espagnols, avec une enclave de 80 000 habitants, puissent faire face à cet afflux de millions de migrants africains dans les prochaines années. Il n'y a absolument aucune chance, et les Européens le savent. Et la bureaucratie européenne, sa réponse, c'est de faire l'autruche, de publier des tweets pour montrer à quel point elle est préoccupée, de prier pour que tout se passe bien, puis d'aller à leur déjeuner, hein, des déjeuners de 2 heures, où ils peuvent siroter du rosé pendant 2 heures. D'accord? Voilà la réponse européenne. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour nous, d'un point de vue géopolitique, c'est une nouvelle arme qui peut être utilisée contre les Européens. Les Israéliens et les Américains ont trouvé une nouvelle façon de faire chanter l'Europe pour qu'elle obéisse aux ordres de l'Empire. Vous vous souvenez du Blitz de Londres? Eh bien, c'est en gros le nouveau Blitz, d'accord? Donc, Hitler a envoyé des bombardiers contre Londres en espérant briser le moral du peuple britannique, et ça n'a pas marché. Eh bien, les Israéliens et les Américains ont trouvé une arme plus efficace que les torpilles, les bombes et les raids nocturnes. Les réfugiés, n'est-ce pas? On n'a qu'à entasser des millions de réfugiés sur des bateaux et les envoyer en Angleterre et en France. Qu'est-ce que tu vas faire? Genre, la marine britannique va sortir et commencer à tirer sur ces migrants sans défense qui cherchent juste une vie meilleure? Ils ne peuvent pas faire ça, non? Alors, ce que les Européens vont faire, c'est dire, eh, vous pouvez demander aux Marocains d'aller tuer ces gens, d'accord? Donc, les Européens s'en fichent que ces gens meurent ou pas, d'accord? Tout ce qui importe aux Européens, c'est qu'ils ne viennent pas à nos frontières, où on serait obligé de les tuer. Alors, soudoyons les Marocains, ou les Libyens, peu importe, d'accord? Pour qu'ils les tuent avant qu'ils n'arrivent à nos frontières. D'accord? Ça, et c'est ça le chantage. Voilà les moyens de chantage que l'Empire américain peut désormais utiliser pour contraindre les Européens à exécuter leur volonté.
ce qui signifie en gros que les Européens continuent à mener cette guerre stupide en Ukraine, ce qui veut dire que les Européens envoient des hommes mourir dans les tranchées d'Ukraine, ce qui veut dire que les Européens continuent d'acheter des dollars américains, ce qui veut dire que les Européens continuent d'acheter des armes américaines, soudoient les Israéliens, les Américains pour intervenir en leur nom contre ces réfugiés. C'est un énorme problème pour l'Europe. Les Européens sont complètement et totalement foutus. Il n'y a pas d'autre façon d'écrire cela. Il n'y a rien que les Européens puissent faire à ce sujet. Bon, alors, Larry Loomer, Laura Loomer, Laura Loomer, désolé. Je voulais pas dire Larry Loomer. Elle s'appelle Laura Loomer, les gars. D'accord. Donc, ce qu'elle dit, c'est que l'invasion de l'Espagne par des parasites islamiques du tiers-monde est mauvaise pour la société, mais bonne pour l'accélération. Nous devons faire comprendre au grand public que l'islam est le véritable ennemi. D'accord? Donc, c'est l'argument que ces forces de droite, sionistes, pro-empire, vont utiliser tout au long de cela, que c'est une invasion islamique. Les islamistes planifient cela depuis des siècles. C'est ainsi qu'ils vont détruire la civilisation occidentale, en envahissant l'Europe avec leurs jeunes hommes. Tout cela fait partie de cette conspiration islamique diabolique pour prendre le contrôle du monde. Nous devons les arrêter. Et maintenant, nous savons à quel point la menace est réelle. D'accord? Alors arrêtez de parler d'Israël, les gars, d'accord? Arrêtez de parler du sionisme, parce que le sionisme est notre ami. Le sionisme est la seule force qui peut contrebalancer l'islam. Seuls les Israéliens comprennent la véritable menace des islamistes, de l'islam, des musulmans. Et seul Israël a le courage d'affronter les musulmans. Et donc, le reste du monde devrait simplement suivre l'exemple d'Israël. L'Europe devrait maintenant supplier Israël de venir et de prendre le contrôle de l'Europe, afin que les dirigeants européens trouvent ce courage d'affronter ces musulmans. Les Européens devraient arrêter de critiquer Israël et commencer à apprendre d'Israël. Mettons ces musulmans dans des camps de concentration. Déportons-les. Et mettons des puces électroniques à ces animaux musulmans, comme on le ferait pour des chiens. Ainsi, nous pourrons les suivre et les surveiller. Et nous pourrons les empêcher de commettre des crimes. C'est le message qui va ressortir. Au cours des prochaines années, voire même des prochains mois, vraiment. Les Israéliens disent cela depuis très longtemps. Et donc, Laura Loomer est vraiment une porte-parole des forces sionistes dans le monde. Et je ne comprends pas qui elle est. Genre, elle n'est pas charismatique, elle n'est pas très intelligente, et elle est juste vraiment agaçante. Mais pour une raison quelconque, elle se trouve être une personne très influente qui peut aller en Ukraine, rencontrer le président Zelensky et se racheter aux yeux des Ukrainiens, parce qu'elle s'était initialement opposée à la guerre. Aussi, ce qui est vraiment drôle, c'est que maintenant elle va en Inde et essaye de créer un rapprochement entre elle et l'Inde. Et les Indiens la détestent vraiment parce que tout ce qu'elle fait en ligne, c'est critiquer les Indiens. Alors, quelles sont les preuves que tout cela est organisé depuis de nombreuses années maintenant? Voici Mario Nafo, et il souligne que, en 2018, le fils du Premier ministre britannique, le fils du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a publié un tweet disant « Faisons un deal. Nous ne financerons plus les ONG dans votre pays qui appellent à la suppression de Soutar. Et vous arrêterez de financer les ONG dans notre pays. Celles qui nous poussent à abandonner la Judée et la Samarie. » Donc, ce qu'il dit, c'est « Les gars, on sait comment ce jeu se joue. Vous avez des ONG, nous avons des ONG. Vos ONG réclament que les colons juifs restent à l'écart de la Cisjordanie. Et nos ONG réclament que Ceuta et Melilla soient rendus au Maroc. Alors, arrêtons simplement de jouer à ce jeu. Ok, donc ça, il est donc clair qu'il y a beaucoup d'organisations derrière ce qui se passe ces 2 derniers jours. Il en publie un autre. Et encore une fois, ce sont des informations que son équipe a consolidées et rassemblées à partir d'autres sources d'informations. Ok, donc ce n'est pas lui qui nous dit ça. Il ne fait que répéter ce qui vient d'ailleurs. Mais ce que ce poste nous dit, c'est que tout cela est organisé. Cette invasion, il y a beaucoup d'organisations derrière. Il y a des groupes de dizaines de milliers de membres qui partagent des cartes, qui partagent des numéros de téléphone pour pouvoir coordonner tout ça. Et le plan, encore une fois, c'est d'atteindre Ceuta, puis de là, prendre un bateau pour rejoindre le continent,
s'enregistrer pour demander l'asile, ce qu'ils peuvent faire selon la loi espagnole, et ensuite, en gros, devenir une charge pour le système social espagnol. C'est ça le plan. Et ils y vont avec l'intention d'être des profiteurs du système espagnol. Et encore une fois, ce qui est vraiment important, ce n'est pas seulement que les Israéliens et les Américains organisent tout ça, mais c'est qu'ils veulent qu'on sache qu'ils l'organisent. Et quel est le plan? Parce qu'ils essayent de traumatiser les Européens, ils essaient de faire chanter les Européens. D'accord? C'est ça le vrai plan. D'accord. Et ça, c'est leur Netanyahou qui, encore une fois, est le fils du premier ministre israélien qui déteste les Arabes et les musulmans, mais qui encourage, le fils, encourage maintenant les Arabes et les musulmans à aller envahir ce tas. Benjamin Yanu a un vieux contentieux avec l'Espagne. Il déteste vraiment, vraiment l'Espagne, hein, n'est-ce pas? Il pense que les Espagnols l'ont injustement critiqué. Il est accusé de commettre un génocide à Gaza. Genre, pourquoi les Espagnols auraient-ils un problème avec ça, hein? Je veux dire, si tu vois, si j'ai des cafards dans ma cave et que j'appelle un exterminateur pour venir tuer tous les cafards, pourquoi mon voisin appellerait-il la police contre moi? Pourquoi le voisin se plaindrait-il? De toute évidence, c'est personnel. Clairement. C'est parce que, tu sais, mon voisin ne m'aime pas. C'est clair que les Espagnols n'aiment pas les Israéliens. Eh bien, tu sais quoi? Les Israéliens ne vont plus tolérer ces conneries. Donc, je n'ai pas l'intention de laisser un pays mener une guerre diplomatique contre nous sans en payer le prix immédiatement. Voilà, c'est ce que Benjamin Netanyahou a déclaré. Et aussi, ce qui est vraiment drôle, c'est que, tu te souviens, la semaine dernière, c'était la Coupe du Monde et la finale opposait l'Espagne à l'Argentine. Tu sais, Béniner soutenait vraiment à fond l'Argentine. En fait, tout l'État-nation d'Israël soutenait à fond l'Argentine. Et encore une fois, hein, il déteste vraiment, vraiment les Espagnols. Et les Espagnols ont gagné, d'accord? Et maintenant, une semaine plus tard, il y a cette migration massive du Maroc vers l'Espagne, et ce n'est pas du tout mesquin. Ce n'est pas comme il y a eu, enfin je pense que les Israéliens et les Américains sont assez mesquins pour faire ça juste pendant la Coupe du Monde, pour en gros se venger de l'Espagne parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Et regarde, enfin, on peut débattre de ça dans tous les sens, mais à mon avis, la Coupe du Monde a été truquée en faveur de l'Argentine. Et pourquoi ils ont perdu? J'expliquerai plus tard. Le Maroc, juste. Quelques jours avant, ils renomment leur autoroute en l'honneur de Trump. Eh bien, c'est intéressant. Rappelez-vous, le Maroc a été l'un des soutiens les plus enthousiastes des accords d'Abraham. Le Maroc a été l'un des rares pays arabes à signer les accords d'Abraham. En échange, les États-Unis ont reconnu le contrôle du Maroc sur le Sahara occidental, qu'ils ont arraché à l'Espagne. Donc oui, c'est désormais une information tout à fait confirmée. C'est la chaîne d'information Al Jazeera qui rapporte que le Maroc a officiellement décidé de baptiser une grande autoroute en l'honneur de l'ancien président américain Donald Trump. Et encore une fois, c'est parce que cela fait partie de la plus grande ambition du Maroc de contrôler le nord-ouest de l'Afrique, qui est stratégique pour de nombreuses raisons. Donc, nous avons regardé cette vidéo de Wally WhatsApp qui nous explique ce qui se passe. Et voici un article écrit quelques mois auparavant, 16 mars 2016, par Michael Rubin. J'expliquerai qui est Michael Rubin un peu plus tard. Mais il écrit cet article exposant la stratégie sur la manière dont le Maroc peut prendre le contrôle de Ceuta. Et la réponse est, et sa solution est vraiment directe, vraiment simple. Il dit, en gros, il suffit d'y aller, non? Il y a 80 000 habitants à Ceuta. Vous avez des millions de personnes. Il suffit d'y aller et de la revendiquer pour vous. Tout comme les colons, ces colons juifs qui entrent en Cisjordanie et revendiquent ce qui leur appartient. Passez à l'action. Soyez proactifs. Montrez du cran, et ce sera à vous. Et c'est la stratégie qu'il expose. Les Marocains devraient se rassembler, envoyer des blocs de pierre à la frontière, simplement écraser la frontière, puis entrer à Ceuta sans armes. Et on vous tirait dessus? Bonne chance, mec. Non. Et il n'y a rien que les Espagnols puissent faire, parce que leurs lois, leurs institutions, leur culture les empêchent de tirer sur des civils non armés. Donc ils nous critiquent, nous les Israéliens, parce qu'on tire sur des civils non armés. Alors utilisons ça contre eux. Oh, ils se croient tellement supérieurs, ils se croient tellement vertueux, ils pensent qu'ils valent mieux que nous. Eh bien alors utilisons ça contre eux. Montrez-nous à quel point vous êtes vertueux quand des millions de cafards envahissent votre pays et le prennent d'assaut.
Montrez-nous à quel point vous êtes vertueux. Peuple espagnol. Michael Rubin est un néoconservateur. Et il a étudié à Yale. Et les gars, moi aussi je suis allé à Yale. Il y avait des centaines de types comme Michael Rubin à Yale. J'ai suivi des cours d'histoire avec eux. J'ai suivi des cours de sciences politiques avec eux. Ce sont les personnes les plus prétentieuses et les plus idiotes que vous puissiez rencontrer. Ils parlent avec une confiance absolue, mais en réalité, ils savent rien. C'est ce que Yale fait aux gens. Yale t'apprend à parler avec une confiance totale et à défendre ton point de vue. Et c'est exactement ce qu'est Michael Rubin. C'est ce que sont ces NE accent aigu O, conservateurs. Ils sont clairement sionistes et ils utilisent l'idée de démocratie, de droits de l'homme, de liberté pour promouvoir leur agenda sioniste. Donc Michael Rubin dit eh bien nous faisons cela parce que nous sommes anticoloniaux. Coloniaux. D'accord. Les Espagnols ont des territoires coloniaux au Maroc. Ils ont volé cette terre au Maroc. Et donc, nous avons une responsabilité historique de la rendre au peuple autochtone. C'est pour ça qu'on fait ça. Voici Amin Ayoub, qui est censé être un analyste et écrivain polonais basé au Maroc. Si vous lisez ce qu'il écrit, il est clairement un agent sioniste. Il est clairement un agent israélien, même s'il est probablement arabe. Mais vous savez, il écrit cet article. Si vous lisez vraiment cet article, il montre exactement quel est le plan. D'accord. Ils ne prennent même pas la peine de cacher parce qu'ils veulent que les gens sachent quel est le plan. C'est ça? Donc on passe par l'Espagne parce que l'Espagne craint. L'Espagne est censée être un allié de l'OTAN et ils refusent de laisser les Américains utiliser leurs bases aériennes. Attendez, pardon. Donc masque, aviez-vous un commentaire ou une question? Vous... Pouviez-vous? Ouais, professeur, j'ai juste un commentaire. Quelques petites choses. Je pense que la prise de contrôle de Seattle pourrait avoir des raisons économiques derrière. Je crois que vous avez déjà abordé ce point. Mais le Maroc est un grand exportateur de minéraux et d'engrais, un pôle majeur pour les batteries de véhicules électriques. Donc il pourrait y avoir un plan plus vaste derrière cette prise de contrôle de l'île. Le deuxième point, c'est que je pense que les Juifs ont été expulsés dans les années 1400. Julien, vous le savez. D'Espagne, ils sont partis au Maroc. Il y a beaucoup de Juifs au Maroc, donc je suis pas surpris par leur parti pris. Voilà, juste quelques commentaires. Merci. Oui, non, merci à vous. Oui, pour beaucoup de gens, cela remonte à la Reconquista, n'est-ce pas? Donc, avant la reconquête chrétienne de l'Espagne, qui a eu lieu, je crois, au XVe siècle, l'Espagne s'appelait pendant 100 ans El-Andalus. Et c'était vraiment une région du monde extrêmement prospère, progressiste et riche, qui faisait passer l'Europe pour un trou à rats. Donc, il y avait cette enclave musulmane en Europe, en Espagne, dans la péninsule ibérique. Et ce qu'il y avait de particulier avec cette péninsule, l'Andalousie, c'est qu'elle était vraiment ouverte envers les Juifs. En fait, les Juifs ont accédé au plus haut rang de la société andalouse. Et cela contraste avec la façon dont les Juifs étaient persécutés en Europe. Persécutés à tel point d'ailleurs qu'ils ont failli être anéantis. Ils ont été forcés soit d'émigrer, soit de se convertir. Et finalement, beaucoup d'entre eux ont commencé à disparaître. Donc, Al-Andalus était une grande source d'embarras pour l'Église catholique, pour l'Europe. Et c'est pour cela qu'ils ont lancé cette vaste campagne pour détruire cette région musulmane. Et comme tu le soulignes, cela a simplement forcé beaucoup de gens ou des personnes à partir au Maroc. Et donc, comme tu le dis, il y a une animosité historique qui remonte à des centaines d'années, mais ils ne le mentionneront pas, d'accord? Mais t'as raison, elle existe. T'as aussi tout à fait raison de dire qu'il y a un facteur économique là-dedans, et nous en parlerons plus tard. Mais je veux d'abord souligner qu'il y a beaucoup de documents qui prouvent que tout cela a été prémédité, que c'est en train d'être exécuté, et que c'est vraiment très bien organisé. Et cela bénéficie d'un soutien de haut niveau, principalement de la part d'Israël et des États-Unis, et cet article en donne juste. C'est une feuille de route, c'est un plan, et ça indique précisément quelle est l'intention. Et si tu lis la dernière phrase, d'accord? La dernière phrase dit ceci. Pour Israël, soutenir la revendication du Maroc n'est pas de la charité. C'est un investissement stratégique dans un partenaire qui, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, détient la clé de l'un des points de passage maritime les plus vitaux au monde. C'est ça, le but de tout cela, c'est pour Israël, contrôler l'accès commercial vers l'Europe. La stratégie de Bolton est cruciale pour le commerce. Et une fois que le Maroc aura le contrôle de Ceuta, alors les États-Unis et Israël auront la main mise sur le commerce maritime en Méditerranée. Voilà, c'est le véritable objectif.
C'est pour ça qu'ils se donnent autant de mal. Ça vient du New York Times, les gars. D'accord. Le New York Times rapporte qu'ils ont parlé à ces migrants et que les policiers ont dit aux migrants de traverser à Ceuta. Ils veulent que nous le sachions. Ils veulent que les Européens le sachent parce que les Israéliens et les Américains veulent utiliser cela comme moyen de chantage contre les Européens. Je ne saurais trop insister là-dessus. Vous savez, c'est comme l'épée de Damoclès. Ce que disent les Américains et les Israéliens, c'est on connaît votre société, les Européens. Ce qui vous fait le plus peur, ce sont les migrants illégaux, les réfugiés venant d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie. Et devinez quoi? Nous pouvons ouvrir le robinet quand bon nous semble. Nous pouvons ouvrir la porte et inonder votre société de millions d'Africains. Ou d'Arabes, si vous ne coopérez pas. Ils veulent que les Européens sachent exactement ce qui se passe. C'est pour ça que c'est aussi flagrant. C'est pour ça qu'il y a autant de documentation. C'est pour ça que même le New York Times en parle. Le New York Times n'a pas parlé de Nord Stream. Le New York Times n'a pas parlé de beaucoup de choses, mais il rapporte que les Marocains aident ces migrants à accéder à l'Espagne. Très bien. Encore une fois, le point d'étranglement est essentiel. Donc, en ce moment, comme vous pouvez le voir, le détroit de Gibraltar est essentiellement géré par 3 nations différentes. Vous avez l'Angleterre, qui contrôle Gibraltar, le rocher de Gibraltar. C'est la partie en rose. Ensuite, vous avez les Espagnols, bien sûr. Et puis, il y a les Marocains. Maintenant, selon le droit maritime, personne n'a le contrôle sur ces points d'étranglement maritimes. Ils sont en gros libres d'accès pour tout le monde. Mais cette histoire de mouvement direct va créer un précédent où, si vous le souhaitez, vous pouvez en fait prendre le contrôle du point d'étranglement. Il n'y a vraiment rien que qui que ce soit puisse faire à ce sujet, ok? Donc, l'enjeu maintenant, c'est que si l'Iran crée ce précédent où une nation peut prendre le contrôle d'un point d'étranglement, allant à l'encontre du droit maritime établi, et percevoir des péages, n'est-ce pas? Alors, qui contrôle ces autres points d'étranglement, y compris le détroit de Gibraltar, y compris le détroit de Malacca? Et la réponse, c'est, eh bien, celui qui est prêt à en prendre le contrôle. Donc, le CO2 est vraiment important pour que le Maroc établisse sa souveraineté sur le détroit de Gibraltar, ce qui serait comme un boom économique. Pour le Maroc, d'accord? Et c'est assez évident, non? Donc, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui soulignent qu'Israël demande à l'Espagne de remettre le dioxyde de carbone au Maroc. C'est vraiment intéressant. C'est le leader de Vox, d'accord? Donc, Vox est le parti populiste de droite en Espagne. Et le leader de Vox rend les politiques de gauche du gouvernement actuel responsables de tout ce qui se passe. Et ce qu'il a dit, c'est que les régimes iraniens et vénézuéliens ont financé l'extrême gauche en Espagne au cours des 15 dernières années. C'est pourquoi Pedro Sánchez est le meilleur ami des Atalos en Europe et le meilleur ami de Maduro. C'est vraiment étrange de voir comment ces partis politiques de droite, en Europe, y compris Vox, y compris le parti de Marine Le Pen en France, ils sont vraiment de bons amis d'Israël. Ce sont des sionistes. Il y a aussi Tommy Robinson en Angleterre, qui est essentiellement une marionnette des sionistes. Mais en gros, un autre objectif vraiment important de ce qui se passe, c'est de déstabiliser le gouvernement actuel de Pedro Sánchez et de le remplacer par ce type, Santiago Abascal. Et une fois qu'il sera au pouvoir, je vous garantis qu'il renversera complètement les politiques de l'Espagne. L'Espagne deviendra en gros une colonie américaine. Si jamais il arrivait au pouvoir, et encore une fois, je dois le dire, mais l'Espagne est dans une situation très difficile. Et je pense qu'il y a de très fortes chances qu'il arrive au pouvoir. Surtout à mesure que la question migratoire s'aggrave. Mais en gros, les Israéliens et les Américains ont compris le talon d'Achille des Européens, à savoir la migration. Et il n'y a rien que les Européens puissent faire à ce sujet. Très bien. Le mythe de Wall Street dit oui, le but final est que le Maroc revendique Ceuta, puis contrôle Servoter. C'est Younger, qui est d'ailleurs très doué. J'aime beaucoup ses publications. Mais elle souligne aussi la même chose. Bruno Marquez dit que les États-Unis ont déclaré que Ceuta et Melilla ne font pas partie de l'Espagne. Donc tout est coordonné. Même Nick Fuentes. Je veux dire, je suis vraiment perplexe à propos de Nick Fuentes. Parce que parfois il dit des choses tellement justes que je le trouve brillant. Et puis, bien sûr, hein, parfois il fait des remarques vraiment bêtes.
Des commentaires absurdes comme, tu sais, l'assassinat de Charlie Kirk aurait été commis par ce type isolé nommé Tyler Robinson. Et oui, donc il n'est pas cohérent. Mais là, il est très très direct, hein. Très très malin, brillant. Ce qu'il dit, c'est que tout cela fait partie de cette grande alliance entre le Maroc, Israël et les États-Unis. Ce que dit Nick Fuentes, c'est que la raison pour laquelle les républicains soutiennent l'invasion des villes espagnoles, c'est qu'ils le font au nom d'Israël. C'est exactement ça. Très bien. Wally Wassar fait remarquer que les Américains préparent cela depuis longtemps. Ils prévoient de s'emparer du dioxyde de carbone et du paludisme aux dépens des Espagnols depuis longtemps. Encore une fois, il y a beaucoup de documentation à ce sujet. Ils veulent que vous le sachiez. Ils ne cachent pas cela. Ils veulent que nous le sachions. Et ils veulent que nous en parlions parce que, de cette façon, nous reconnaissons que nous n'avons absolument aucun pouvoir pour empêcher cela. Quand je dis nous, je parle pas de nous, toi et moi, hein. Je parle des Européens. Ils veulent que les Européens le sachent parce que pour les Américains, cette question migratoire, c'est une sorte de levier. C'est ce qui leur permet de contrôler les Européens. Alors, j'ai fait quelques recherches avec ChatGPT et je voulais savoir ce qui se passe militairement entre les États-Unis et le Maroc. Et il s'avère qu'il se passe beaucoup de choses. D'accord. Donc, en avril 2026, au Pentagone, ces deux pays, les États-Unis et le Maroc, ont signé un accord de 10 ans pour une coopération militaire à long terme. Donc, l'objectif est le suivant. L'objectif, c'est que le Maroc revendique le détroit de Gibraltar, parce qu'il a la revendication la plus légitime sur cette zone. Mais c'est l'armée américaine qui était responsable du contrôle du détroit de Gibraltar. Donc en gros, c'est une prise de contrôle silencieuse de l'armée marocaine par l'armée américaine. Et maintenant, le Maroc va simplement devenir un proxy de l'Empire. Si notre analyse est correcte. Alors, il devrait y avoir deux autres points chauds majeurs, qui sont tous les deux des goulets d'étranglement maritime importants. Évidemment, le goulet d'étranglement maritime le plus important, c'est Malacca. Et encore une fois, le 13 avril 2026, l'Indonésie et les États-Unis signent une alliance. D'accord. Et ce à quoi on peut s'attendre, c'est que cette alliance va s'étendre avec le temps. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que lors de la signature de cette alliance, qui a eu lieu à Washington, D.C., c'est le ministre indonésien de la Défense qui s'est déplacé, et non le président indonésien. Donc, ce que ça nous indique, c'est qu'il s'agit d'une coopération entre ces deux armées, et il n'y a rien, vraiment rien. S'il n'y a rien que la direction civile à Jakarta puisse faire à ce sujet, ils se moquent de ce que pense le peuple. C'est que l'armée indonésienne est indépendante. Et maintenant, elle va devenir un proxy de l'armée américaine en Asie. Et à terme, elle va provoquer une crise pour que les Indonésiens puissent exercer un contrôle sur l'État de Malacca. Actuellement, ils partagent le contrôle de l'État de Malacca avec les Malaisiens. Les Malaisiens sont aussi très antisionistes. Donc on peut s'attendre, d'accord, c'est une prédiction, mais si notre analyse est correcte, on peut s'attendre à une montée de tension entre la Malaisie et l'Indonésie, où l'Indonésie, au nom du commerce mondial, exerce un contrôle accru sur le détroit de Malacca, le tout soutenu par Israël et l'armée américaine. La Chine, d'accord? Donc la Chine en est consciente. C'est ce qu'on appelle le dilemme du détroit de Malacca, ce qui signifie que la Chine sait que la majorité de son commerce passe par le détroit de Malacca. Et donc, depuis quelques années, ils essaient de développer ce qu'on appelle la route de l'Arctique. Donc en gros, ils essayent simplement d'accéder à l'Europe par l'Arctique. Et avec le changement climatique et avec cette alliance croissante avec la Russie, ils peuvent le faire. D'accord. Et c'est pour ça que les Américains veulent le Groenland. Donc c'est un point de tension majeur où, à un moment donné, les Américains finiront par prendre le contrôle du Groenland. Et il y a quelque chose que les Européens peuvent faire à ce sujet? Oui, les Européens le feront, mais encore une fois, c'est l'épée de Damoclès. L'épée, tu vois. Si t'énerves les Américains, ils vont laisser entrer des millions d'Africains et d'Européens en Europe, et ils finiront par arriver jusqu'au Danemark. Alors joue le jeu, Danemark, ou nous utiliserons ces migrants contre toi. Donc, à terme, les Américains prendront le contrôle du Groenland. Et c'est important, parce que si on revient à cette carte, cela va étrangler la Chine. D'accord, le Groenland est censé bloquer l'accès à l'Europe. Une fois que vous avez ces trois points d'étranglement en place, le détroit de Malacca, le détroit de Gibraltar et la route arctique, les Chinois sont complètement coupés de l'Europe. Et cela, encore une fois, fait entièrement partie de la stratégie de défense nationale. Et les gars, c'est un document très court. Il ne fait qu'environ 33 pages, d'accord? Donc, vous pouvez aller sur le site du département de la guerre et le télécharger vous-même.
Et c'est vraiment important que vous le lisiez, car il expose très clairement quel est le plan américain pour l'avenir. Et là, c'est ChatGPT qui vous résume simplement les points importants. Et le point clé sur lequel je veux qu'on se concentre, c'est un aspect majeur de la stratégie nationale de défense est de garder les voies maritimes critiques ouvertes. Et comment fait-on cela? On les prend en main, non? On garde le contrôle sur ces points d'étranglement maritime comme le Srivledra, Bolter, Général Alaka et la route arctique afin de maintenir la paix et la prospérité dans le monde. Donc, c'est de la novlangue, non? Très bien. Alors, résumons ce que nous avons appris jusqu'à présent. Un point vraiment important à retenir, c'est qu'on voit à quel point les États-Unis et Israël sont véritablement liés, comment leur politique et leur stratégie sont alignées. Ils agissent en fait de concert. Et l'une des conséquences évidentes de ce qui se passe, c'est la création de la Pax Judaïca. Alors, pensez au XXe siècle, où la Grande-Bretagne et les États-Unis ont collaboré pour instaurer la Pax Americana, n'est-ce pas? Où la Grande-Bretagne s'est retirée de la scène impériale, puis l'Amérique est devenue l'Empire. Et maintenant, la même chose se produit, où l'Amérique et Israël collaborent pour créer la Pax Judaïca. Et là, tu te dis, attends, ça n'a aucun sens. De quoi tu parles? Pourquoi la Grande-Bretagne aurait-elle abandonné son empire aux États-Unis? Et pourquoi les États-Unis abandonneraient-ils leur empire à Israël?